Marc Sauvé, merci encore une fois d'être là parmi nous. Alors, quand on vous a demandé de parler de la fraternité, votre première réaction a été un peu surprise. Vous avez dit, écoutez, c'est vraiment paradoxal de parler de la fraternité. C'est même un peu inconscient aujourd'hui de parler de la fraternité. Et vous m'avez dit notamment, parler fraternité, comment est-ce qu'on peut, quand depuis 2014, il y a plus de 20 000 migrants qui se sont noyés en Méditerranée. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui parler fraternité dans notre monde? Alors j'aimerais que vous m'expliquiez d'abord pourquoi finalement vous avez relevé le défi et pourquoi vous avez accepté, ça vous a semblé important de revenir sur cette notion de fraternité. Merci de votre accueil. Je pense qu'effectivement tout peut nous pousser à la désespérance. Et l'exemple que je citais, 20 000 personnes qui ont disparu en Méditerranée depuis 8 ans, si on faisait 1 minute de silence pour chacune d'entre elles, notre minute de silence durerait 14 jours, c'est-à-dire 2 semaines. Et on voit bien que, mis à part quelques réactions tout à fait ponctuelles et dignes au demeurant, il n'y a pas vraiment d'observation ou de mobilisation. Et pendant que ce drame perpétuel se déroule, on peut, en plein mois d'août 2022, pour tenter de sauver une baleine qui s'est égarée dans l'estuaire de la Seine, on a 80 personnes, 20 plongeurs, des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros qui sont investis. Voilà, je pose la question, notre monde est-il complètement à l'endroit? Je ne le crois pas. Ayant exercé pendant 6 ans des fonctions de directeur de l'immigration au ministère de l'Intérieur, je sais que nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, c'est bien clair. Pour autant, je pense qu'on ne peut pas rester les bras ballants et l'exigence de fraternité devrait nous mettre en mouvement. Alors, en fait, comme on l'a dit, comme Pierre-Yves l'a dit, il y a quand même dans la fraternité 2 matrices qui sont républicaines et chrétiennes. Alors comment ces 2 matrices s'emboîtent-elles? Comment est-ce que cela fonctionne? Alors c'est le principe de fraternité, c'est le dernier né des principes républicains. C'est un principe qui a longtemps été ambigu, contesté, tardivement reconnu, mais aujourd'hui, c'est un principe qui est vraiment au sommet de notre édifice républicain. Et Victor Hugo parle des 3 marches du perron suprême, et la dernière marche, c'est bien celle de la fraternité. Alors, c'est un principe qui a été exposé aux controverses notamment sur sa consistance, sa signification politique, aussi sa force juridique. Mais en tout cas, je dirais que la multiplicité et l'éclectisme des pourfendeurs du principe de fraternité font qu'il n'y a aucun risque d'appropriation idéologique ou philosophique, puisque tout le monde a, à un moment ou à un autre, tapé sur la fraternité. Les traditionalistes, bien sûr, mais aussi les positivistes, les marxistes, les doctrinaires de l'ordre public, les partisans du nationalisme intégral. Bon, il n'y a à la limite que des fascistes qui s'en sont accommodés, mais pour le travestir. Au passage, fraternité, on se rend compte que le nom du principal parti politique italien post-fasciste aujourd'hui, c'est Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia, qui fait d'ailleurs directement penser au terme de Fratelli Tutti, le titre de l'encyclique du pape. Et voilà, donc il y a bien des fraternités qui sont marquées du sceau de l'universel, tandis que d'autres se prévalent de l'exclusivisme national. Donc on peut utiliser le même mot avec un arrière-plan, un arrière-fond
radicalement différents. Alors, l'appel à la notion de frère paraît a priori contraire à l'idée d'universalité. Le mot fraternité renvoie effectivement à une personne avec qui j'ai un lien de sang et que je n'ai pas choisi. On peut, comme le Littré, se sortir de cette contradiction apparente. Littré donne cette définition de la fraternité: c'est la liaison étroite de ceux qui, sans être frères, se traitent comme des frères. Alors, bon, ce principe qui a eu beaucoup de contempteurs a vu le jour tout de même difficilement, mais dès 1789. La Constitution de 1791 en parle, et notamment, elle parle d'entretenir la fraternité des citoyens. Et un décret de 92 dit que la République accordera fraternité et secours à tous les peuples qui voudront recouvrer leur liberté. Bon, cette première consécration du principe de fraternité sombre dans la terreur. Pour autant, il n'y a pas eu une absence de conséquences. C'est-à-dire qu'il y a eu des manifestations tangibles du principe de fraternité nationale. Le droit à la subsistance par le travail, le droit au secours public pour les nécessiteux, le droit à l'instruction publique commune, tous ces droits fondamentaux ont été mis en œuvre par des dispositions qui s'intégreront ultérieurement dans le principe de solidarité, mais c'était bien de fraternité qu'il s'agissait. Alors, sous la Seconde République, on passe donc du déni à la consécration, et la consécration suprême. Et donc, voilà, c'est la plus haute marche du perron suprême, nous dit Victor Hugo. Et c'est l'époque où Pierre Leroux, qui est l'inventeur du mot socialisme, on ne le sait pas, publie un petit traité pour soutenir qu'il est, après le christianisme, possible de concevoir une religion sans théocratie. Donc on voit bien que la fraternité marque peut-être une rupture avec le christianisme, mais pas avec la religion. Et c'est à ce moment-là qu'apparaissent donc très clairement les deux matrices de la fraternité, la matrice républicaine et la matrice biblique. Alors, la première a été proclamée avec éclat, la deuxième plus discrètement, et il y a bien deux mystiques, laïques et chrétiennes, de la fraternité, qui ne sont pas si incompatibles que cela. Et il n'est pas étonnant à cet égard que les chrétiens et les francs-maçons se désignent comme frères, du moins entre eux. Du moins entre eux. Il ne faut pas non plus... voilà. Alors, la France, qui est tout de même le pays de la plus grande sécularisation et de la séparation la plus stricte des églises et de l'État, la France a donc entériné assez précocement un principe qui permet, dans une certaine mesure, de réconcilier les mémoires. Alors, à cette consécration de la fraternité, en 1848, a correspondu une réforme lumineuse qui s'est produite assez rapidement, qui est l'abolition de l'esclavage, le 27 avril 1848. Et en même temps qu'on abolit l'esclavage, le gouvernement provisoire prend une mesure moins connue, mais d'une dureté extrême. C'est la déchéance de la nationalité française pour les planteurs qui n'appliqueraient pas cette réforme. Vous voyez ? Donc, le gouvernement provisoire est pour la fraternité, mais enfin, la fraternité, ça n'est pas n'importe quoi. Voilà, c'est un des cas rarissimes dans l'histoire de la République, c'est un des cas rarissimes de déchéance de la nationalité française de personnes nées françaises. Bien. Et donc, ce deuxième épisode ne survivra pas au coup d'État du 2 décembre, mais ce que je voudrais dire, c'est que très longtemps, donc, la fraternité n'a pas eu de contenu ou de conséquences juridiques. Alors, le Conseil constitutionnel, tout de même, dans certaines législations, le RMI, le revenu minimum d'insertion, le revenu de solidarité active, prend bien soin
dans ses décisions de viser le principe de fraternité. Mais il n'y a pas d'enjeu, puisqu'on ne va pas annuler la législation sur le RMI ou le RSA. Et finalement, en 2018, je pars à la retraite et à ce moment-là, l'imagination prend le pouvoir sur le plan juridique, en tout cas au Conseil constitutionnel, et le Conseil se fonde sur le principe de fraternité pour censurer ou émettre des réserves d'interprétation sur des dispositions législatives sur la répression de l'aide à l'immigration irrégulière lorsque cette aide, dictée par des considérations humanitaires, est effectuée à titre bénévole. Et donc, de même qu'auparavant, le Conseil n'avait pas mobilisé le principe de fraternité et pour en tirer des conséquences négatives, là, cette fois-là, il aurait pu prononcer la censure qu'il a prononcée sans invoquer le principe de fraternité. En tout cas, c'est un symbole, c'est une étape importante qui a été franchie avec cette consécration. Et alors la communauté juridique en a été fortement émue, mais moi ça m'émeut beaucoup moins, je dois vous le dire. Et il n'y a eu d'ailleurs depuis lors aucune conséquence critiquable. Je crois qu'il y a une inflexion de la jurisprudence qui s'est amorcée, et c'est tout à fait positif. Alors, à côté de la fraternité, la démocratie, elle prend appui non seulement donc sur les droits de l'homme, les principes de l'état de droit, mais aussi sur le principe de fraternité. Alors, il faut quand même rappeler, en amont des droits de l'homme, en amont de la fraternité, il faut rappeler que la démocratie en France, ça commence par des règles de compétences et de procédures, c'est-à-dire toute une organisation, toute une machinerie d'organisation des pouvoirs publics. Et c'est seulement donc dans une deuxième étape qu'on s'est souvenu qu'il y avait dans nos textes fondateurs la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et donc toute une conception de l'état de droit à laquelle le Conseil constitutionnel a donné une force juridique dans une décision de juillet 1971. Et puis la fraternité est arrivée, a été consacrée. Et le Conseil constitutionnel, très précocement, enfin on voit dès le début des années 2000, montre qu'il a bien intégré, avant même d'avoir prononcé la première censure sur le principe de fraternité, il a bien intégré ce principe. Il dit « Si la mise en œuvre du principe de fraternité implique la recherche de la justice sociale, elle va cependant bien au-delà, pour autant qu'elle prend appui non pas sur l'appartenance à un groupe. » Le Conseil constitutionnel est un très fervent partisan de l'universalisme républicain. Donc les groupes séparés au sein de la République ne trouvent pas grâce à ses yeux. Mais pour autant qu'elle prend appui non pas sur l'appartenance à un groupe, mais sur l'éminente dignité attachée à la qualité de personne humaine, elle implique aussi la fraternité, en toute logique et en toute hypothèse, l'exercice de la tolérance, la bienveillance pour autrui, le respect de l'autre, le rejet de toute attitude d'exclusion pouvant conduire notamment à des comportements racistes, le refus de recourir à la haine ou encore le refus de faire grief à quelqu'un de son appartenance à un groupe social, ethnique ou religieux, de son sexe ou de son âge. Donc on voit bien que, bien en amont de 2018, la fraternité était déjà sous-jacente à la pensée constitutionnelle française. Voilà, alors, donc maintenant, j'ai parlé de la fraternité, j'ai parlé de la République, et il faut en venir à l'essentiel. C'est que les deux ont partie liée pour renforcer la cohésion nationale. Le simple jeu des pouvoirs publics adossés à des élections et les affrontements légitimes entre majorité et opposition ne suffisent pas, et d'ailleurs ne permettent pas de fabriquer du commun, et ne permettent pas non plus de forger de l'unité et de la cohésion.
par la force des choses et par la loi d'airain du débat politico-médiatique, qu'Isabelle de Golemin connaît bien mieux que moi, ces éléments de contexte créent surtout en réalité de la polémique et des réflexes antagonistes inévitables, souvent pavloviens d'ailleurs et désolants. Non seulement l'invective fleurit, mais le choc des ambitions et des inimitiés divise chaque camp. Comme le disait à l'un de ses homologues étrangers, un des 12 ministres sous l'autorité desquels j'ai travaillé, en politique, alors je m'attendais à ce qu'il parle de la fraternité, et ce ministre dit, en politique, le plus dur, c'est encore de supporter ses propres amis. Voilà. On en a des preuves tous les jours d'ailleurs. Oui, mais je pense que c'est une phrase qui est marquée du sceau d'une grande sagesse, d'une grande finesse psychologique. Bon, c'est pas la fin de l'histoire. Alors, ne sont pas davantage fédérateurs, donc le jeu politique, si vous voulez, le jeu politique, voilà, il ne facilite pas la fabrication du commun. Ne sont pas davantage fédérateurs les droits de l'homme, quoi qu'on dise, ou les principes de liberté et d'égalité, qui sont plus perçus comme un but à atteindre ou une composante importante de notre bien commun, qui ne sont plus perçus comme un but à atteindre et comme une composante du bien commun. Et par ailleurs, et c'est ça la difficulté, je dirais, dans notre société, c'est que les grands mythes fondateurs du pays ne fonctionnent plus, en tout cas plus comme avant. La France, la nation, la République, la volonté générale, l'armée ne font plus vibrer que des cercles restreints. L'idée de mourir pour son pays devient plus irréelle. Alors que moi, mes grands-parents, les grands-parents des personnes de ma génération, ont tous été combattants de la Première Guerre mondiale. Bon. Donc cette idée devient irréelle avec notamment l'évolution de l'art de la guerre. Le roman national qui est issu en fait de l'historiographie du XIXe siècle et qui a été très habilement amplifié par la République jusqu'à Ernest Lavis, a de son côté été délégitimé par la nouvelle approche plus sociale de l'histoire. Or, notre société a besoin de balises et de signes tangibles qui manifestent la cohésion de l'ensemble pour faire face à son destin collectif et à la multiplicité d'épreuves ou de défis que nous traversons ou que nous devons tout simplement assumer. Alors, bien sûr, il peut y avoir des célébrations nationales, des fêtes nationales, il y a des deuils nationaux aussi qui marquent dans différentes circonstances notre unité collective. Il y a toute une série d'événements qui resservent de manière émotionnelle mais fugitive la cohésion et l'unité nationale. Mais après avoir noté donc toute une série d'impasses, comme je viens de le faire avec une légère pointe de nostalgie, il me semble que nous avons en réalité des cartes en main pour relever les défis présents et futurs de notre société avec cet outil ancien, la fraternité, mais profondément novateur et rassembleur. La fraternité est au cœur de notre identité constitutionnelle, je l'ai dit, de notre pacte national et de notre conscience civique. Et il faut donc regarder, à cet égard, savoir regarder ce que sont certains défis pressants de la fraternité chez nous. De quoi s'agit-il sans langue de bois à partir de l'expérience qui est la mienne de président d'une fondation qui s'occupe de jeunes et de familles en difficulté. C'est par exemple... Il s'agit des apprentis d'Auteuil. Il s'agit des apprentis d'Auteuil. Il s'agit par exemple du développement de la violence, des phénomènes de violence entre jeunes. C'est aussi la montée du communautarisme et le risque de radicalisation.
Ce sont les évolutions du rapport au religieux, mais c'est aussi, plus positivement, le désir de fraternité, de justice, d'égalité entre filles et garçons. C'est encore l'attente d'un plus grand respect de la dignité de la personne. C'est un désir profond de rencontre et d'interaction positive. C'est l'aspiration des jeunes et des parents isolés ou en galère de retrouver un pouvoir d'agir. C'est ici ou là, certes pas partout, ce peut être aussi le désir exprimé d'un dialogue interreligieux. Alors, je pars de l'expérience d'Auteuil, je pourrais aussi partir de l'expérience de la cité universitaire où on se retrouve le 24 février avec 120 résidents russes et 15 Ukrainiens. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va donner un tour de priorité aux malheureux exilés ukrainiens qui arrivent? Et on s'est dit non, on va faire une maison de l'Ukraine. Alors, une maison de l'Ukraine, il faut 30 millions d'euros, ça va prendre 5 ans, donc on ne fera rien. Donc on crée une maison virtuelle de l'Ukraine, on vend les plans sur Sotheby's en NFT. Je peux vous dire que ça existe, ça rapporte de l'argent et on essaye de faire des choses. Donc, pour faire face à tous ces défis et à ces demandes, je crois, à partir de l'expérience pratique et concrète qui est la mienne, que la fraternité, c'est à la fois un objectif, une démarche et une méthode. C'est un objectif d'abord, en ce qu'elle conduit à reconsidérer concrètement ce que sont toutes les situations de risque, de rupture ou de déchirure du tissu social. Par exemple, des femmes ou des enfants maltraités, en danger ou abusés. Autre point qu'il faut considérer, c'est le décrochage massif et irrémédiable de certains jeunes en rupture complète avec les structures scolaires existantes. C'est un modèle d'intégration républicaine de la jeunesse qui est menacé et pour lequel il faut trouver des appuis. C'est le phénomène des NEETs, un acronyme anglais qui désigne donc des jeunes qui sont sans diplôme, sans scolarité, sans emploi, sans stage, sans formation. Alors qu'un nombre croissant d'entreprises manque et cruellement de main-d'œuvre qualifiée. Ce sont des chômeurs de longue durée sans perspective, ce sont des personnes âgées dépendantes, c'est l'insuffisante éducation au numérique qui crée de nouvelles ruptures et discriminations et qui expose, on en sait quelque chose avec les jeunes, à des dangers tout à fait nouveaux, notamment dans le domaine sexuel et de la prostitution et des sollicitations. Voilà toute une série. Ce sont des personnes condamnées à qui il faut savoir tendre la main en appui au service pénitentiaire d'insertion et de probation. C'est un monde rural qui est de plus en plus isolé et relégué, auquel il faut proposer des interactions, des activités, un avenir. C'est la solitude et la détresse des seniors, auxquels il faut répondre par des moyens complémentaires de ceux des institutions publiques et privées qui les accueillent. Voilà. Alors la fraternité, c'est un objectif de fond. C'est répondre à des situations de difficulté et de détresse qui ne sont pas ou qui sont mal prises en charge par les services publics. Et puis, la fraternité, c'est aussi une démarche. C'est une démarche qui fait confiance aux acteurs et qui croise les initiatives des uns et des autres, qu'elles soient publiques ou associatives. Elle permet ainsi de mobiliser l'État et les collectivités publiques chez nous, et parfois aussi, pour apprentis d'Auteuil, hors de nos frontières. Mais elle ne constitue pas leur monopole, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir pour les actions fraternelles un monopole, je dirais, public. Les citoyens et leurs groupements ont pleinement leur rôle à jouer dans la mise en œuvre concrète des actions
inspirés par la fraternité. Et la fraternité, enfin, donc c'est un objectif, c'est une démarche, c'est une méthode. C'est une méthode qui porte des noms aussi simples que initiative, créativité, altérité, transversalité, ou encore projet collectif mené avec et par des personnes actrices de leur destin et développant leur pouvoir d'agir. Ce sont ainsi des rencontres intergénérationnelles qui aident les uns et les autres à mieux vivre et à grandir. Voilà, la fraternité, elle aide en fait, puisqu'il ne s'agit pas de mettre l'étiquette fraternité sur les services publics, la fraternité aide à sortir des carcans de la sectorisation, des filières verticales, des solutions toutes faites qui sont formatées sans la participation des bénéficiaires et des destinataires. Elles n'enferment pas chacun dans sa boîte avec son étiquette. Voilà les conditions d'éligibilité à remplir. Vous avez droit à ça. Et puis quand vous aurez fait 150 démarches et rempli 150 formulaires, vous aurez votre prestation. Voilà. Elle n'avance pas par la contrainte et la bureaucratie, mais par le conseil, par la confiance, par la capillarité. Si on sait se saisir donc à bras-le-corps de ces enjeux, avec ces méthodes, je crois qu'à ce moment-là, nous avancerons. Je ne soutiendrai pas que quand on aura fait tout ça, mais tout ça, les apprentis d'Auteuil ici, mais il y a plein d'initiatives fraternelles et associatives menées par le Secours catholique en particulier, je ne soutiendrai pas que l'unité nationale se mettra à resplendir. Mais nous aurons bâti ensemble quelque chose de neuf qui laissera des traces et qui renforcera en profondeur le lien social. Alors là, vous nous avez fait un peu un rêve de fraternité en décrivant des objectifs, une démarche, une méthode. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que l'État aujourd'hui, tel qu'il est, il est capable d'accompagner ce mouvement de fraternité? Est-ce qu'il ça ne passe pas aussi par des changements profonds au sein de l'appareil d'État que vous connaissez bien? Alors là, il y a effectivement un problème parce que s'il faut développer les initiatives et les actions fraternelles, c'est peut-être pour deux raisons. D'abord, ce n'est pas le rôle de l'État dans son principe, à titre principal. L'État doit interagir avec les acteurs sociaux, mais ne pas se substituer à eux. Mais c'est qu'aussi, l'État est à la peine. L'État est à la peine aujourd'hui. Et voilà, dans l'organisation dans notre organisation politique, en réalité, la fraternité doit devenir un principe essentiel de notre organisation politique, d'une part, et de notre vie collective. Alors, dans notre pays, l'État, il est affaibli par une perte de confiance dans sa capacité à porter encore un projet collectif. Ça, c'est une vraie difficulté. Bon, il faut savoir que l'État s'est paupérisé, très, très clairement. Il s'est aussi fragmenté avec la transformation en agence de certains services de l'État. Il est concurrencé. Il est concurrencé dans certains domaines, soit qu'il doit faire appel à la concurrence, soit que d'autres acteurs publics se sont substitués à lui, en particulier les collectivités territoriales. Et ce qui avait constitué la base de la citoyenneté moderne est aujourd'hui fragilisé, et notamment toutes ces idées de séparation de la sphère publique et de la sphère privée, entre la famille où règnent les individus, la cité où agissent des citoyens. L'individu aujourd'hui et la personne humaine sont devenus une source, sinon unique, du moins centrale de vie sociale, et sont devenus le point d'application de l'ensemble des décisions politiques. Donc, il faut bien mesurer que la difficulté d'être de l'État, c'est le point d'aboutissement d'une évolution qui est très profonde. C'est-à-dire le libéralisme politique et économique, le respect de la diversité, l'attachement à la tolérance,
se sont épanouis dans un contexte en fait marqué par la défiance à l'égard des puissances publiques d'une manière générale et même aussi d'ailleurs des doctrines fondées sur le salut ou l'émancipation du genre humain. Dans ce contexte-là, il y a eu une consécration de la place et de l'importance des droits subjectifs. Aujourd'hui, les citoyens sont détenteurs de droits particuliers dont l'État aurait pour mission principale de garantir la protection et l'effectivité. Et toute l'évolution de la jurisprudence de nos grandes cours suprêmes, qu'elles soient européennes ou nationales, est allée aussi dans ce sens-là. Et donc, dans ce contexte, l'État n'est plus suffisamment regardé comme un ensemble d'institutions, de décisions, d'actions, d'ambitions, exprimant et servant l'intérêt national et l'intérêt général. L'État est considéré donc moins comme l'instrument de réalisation d'un bien commun à l'ensemble de ses membres, des membres de la collectivité nationale, que comme une entité qui doit être cantonnée pour ne pas trop empiéter sur les droits individuels. Alors je tiens quand même à dire que il est bien évident que les libertés, la liberté de la personne, l'égalité des citoyens sont des principes fondamentaux qui ne sont pas négociables ni dérogeables. Mais il ne faut pas perdre de vue, alors que nous réfléchissons sur la fraternité aujourd'hui, il ne faut pas perdre de vue l'importance du rôle de l'État et que l'interaction entre les citoyens pour atteindre efficacement des objectifs qui sont délibérés en commun, des objectifs communs et notamment un bien commun qui est délibéré démocratiquement, c'est quelque chose de fondamental. Et quand on regarde l'histoire de la philosophie politique, on se rend compte que depuis les origines, c'est-à-dire depuis Aristote, jusque Hannah Arendt, en passant par beaucoup de grands auteurs, nombreux sont les philosophes qui ont rappelé la singularité de la cité, de la République ou de l'État pour construire un bien partagé en commun et qui ont souligné l'importance de l'accord, de l'association ou de l'interaction sociale pour atteindre ce but. Et au fond, à cet égard, et pour illustrer mon propos, je citerai ce que dit Cicéron dans La Repubblica. La République, c'est la chose du peuple. Mais un peuple n'est pas un rassemblement quelconque de gens réunis n'importe comment. C'est le rassemblement d'une multitude d'individus qui se sont associés en vertu d'un accord sur le droit et qui se sont également associés en vertu d'une communauté d'intérêts. Voilà. Alors, dans une société qui est atomisée, l'intérêt général, on le voit bien, ne peut pas être la somme des exigences individuelles des citoyens. Et donc, l'individualisation et l'émiettement de nos sociétés, qui ont été en plus accrus par le numérique, il faut être lucide là-dessus, affaiblissent la poursuite par l'État du bien commun il faut, je dirais, se ressaisir. Voilà. Alors, pas de fraternité sans État, on a bien compris. Alors, ce que j'aimerais maintenant, c'est que vous nous disiez comment est-ce qu'on peut jouer le triptyque fraternité, égalité, liberté. Qu'est-ce qui est nécessaire l'un pour l'autre et quelle est la place de la fraternité là-dedans? Alors, je pense que dans notre vie collective, effectivement, la fraternité donne une consistance, donne une couleur et un sens nouveau à la liberté et à l'égalité. On ne peut être libre et égaux, il ne peut y avoir
de liberté et d'égalité que dans une société qui est régie par le principe de fraternité. On ne peut être libre et égaux que si l'on s'inscrit dans un rapport de mutuelle interdépendance et d'amitié sociale, donc de fraternité. La fraternité est ainsi donc à la fois la condition et la conséquence de la liberté et de l'égalité. C'est parce que nous avons proclamé cette fraternité que nous pouvons être libres et égaux. Et c'est une magnifique intuition de la République française que d'avoir ajouté dans sa devise donc à la fraternité, à la liberté et à l'égalité, car ce faisant, elle met l'accent sur l'interaction entre les citoyens, sur les finalités du corps social et sur un service mutuellement rendu entre les uns et les autres. Car il n'y a plus à proprement parler dans cette économie du don de purs prestataires et de purs bénéficiaires. Car la fraternité exprime aussi un principe collectif, créateur de droits et de devoirs. L'enjeu pour nous, pour notre société, pour nos compatriotes, n'est pas d'être des atomes sans connexion les uns avec les autres. L'enjeu, c'est de tenir ensemble, c'est d'interagir et c'est d'être en capacité de nous projeter vers des buts communs. Et comme l'a écrit avec beaucoup de justesse Régis Debray, la fraternité, c'est ce qui permet, dans le royaume morcelé du moi-je, de retrouver le sens et la force du nous. Nous devons reconnaître l'impasse du moi et les limites du sujet. Notre philosophie, comme notre société politique et économique, se sont construites sur trois choses: le cogito, je pense donc je suis, sur le contrat et sur le marché, c'est-à-dire sur le sujet et sur l'individu. On ne pense ni le commun, ni le collectif, qui advient comme par enchantement dans l'exercice de la souveraineté, c'est le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, qui advient également, on ne pense ni le commun ni le collectif, et le collectif advient donc dans l'exercice de la souveraineté, dans le libre jeu des volontés individuelles ou des forces du marché. Et la fraternité nous affranchit aussi, et je crois que c'est tout à fait utile, des maximes et des impératifs de l'utilitarisme. La quête de ce qui correspond à la plus grande utilité, notre plus grande utilité, est certes légitime, mais elle ne saurait devenir une règle de vie pour une société et tous ses membres. Il est des choix qui peuvent et doivent reposer sur, j'allais dire, une dogmatique et non pas sur l'empirisme. Par conséquent, la fraternité ne peut pas être passée au tamis de la pensée de philosophes comme Helvétius, Stuart Mill ou Bentham. Il en résulte une conséquence que je n'ose affirmer sans m'exposer à un risque plausible d'accusation d'anglophobie. La fraternité est française et non pas britannique. Mais le génie de ce peuple est assez grand pour répondre à ses propres défis par d'autres voies. J'espère qu'il n'y a pas trop d'anglais ici. Peut-être juste en conclusion, Jean-Marc Sauvé, le pape François dans Fratelli Tutti parle beaucoup de la parabole du Samaritain. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, par rapport à cette fraternité, à la fois comme homme d'État et comme chrétien? Quel sens cela peut avoir pour la fraternité pour un chrétien? Je pense qu'il faut reconnaître et promouvoir la fraternité, et on ne pourra le faire qu'en relevant les défis globaux ensemble, qui sont l'apanage du politique,
mais en même temps qui n'en sont pas le monopole. Hein. Il faut aussi, par la reconnaissance et la promotion de la fraternité, donc qu'on réponde à ces défis globaux, qu'on les relève et qu'on apporte des réponses à la question du sens. Alors, en ce qui concerne les défis globaux, sociaux, économiques, environnementaux, démographiques qui se présentent à nous, il y en a de nombreux. À la différence du social, je pense que les initiatives fraternelles ne peuvent pas tout faire, mais il faut apporter des réponses aux grandes questions économiques qui se posent à l'aune de la fraternité, les enjeux de la maîtrise de la croissance économique, la plus juste répartition des richesses, le décollage économique des pays les moins avancés. Et aussi, il y a des risques tout à fait particuliers dans lesquels nous sommes rentrés, des zones de turbulence. Et le traitement de toutes ces difficultés doit être articulé avec la question centrale et urgente de la transition énergétique et de son financement. Et donc, il faut aussi que nous veillions les uns et les autres, mais on l'a vu dans le film qui a été projeté, que nous veillons à ce que la planète demeure habitable à l'échelle de la fin du siècle, et on le voit bien tous les jours, ça n'est pas complètement gagné. Et donc, dans tous ces champs économiques, sociaux, environnementaux, migration des personnes aussi, la question se pose de savoir quel est le vecteur pertinent pour agir. Il ne s'agit pas, comme dans le champ social, de tout faire à partir d'initiatives construites au plus près du terrain et des besoins. Au demeurant, de telles initiatives directes de personnes et de groupes sont le plus souvent impossibles. Mais les personnes et les groupes qui se reconnaissent dans l'appel du pape à la fraternité, qu'elles soient ou non directement en charge de tous ces enjeux globaux que je viens de rappeler, devraient prendre des initiatives pour développer une réflexion et des propositions communes. Voilà, donc des semaines sociales européennes et mondiales. Et un dialogue devrait donc être proposé avec les acteurs responsables. En tout cas, l'appel du pape à la fraternité ne peut conduire à ce que les chrétiens se désintéressent de ce qui ne serait pas à la portée de leur action individuelle ou collective. Et les actions à mener maintenant, dans le prolongement de l'encyclique du pape François, et plus largement de la doctrine sociale de l'Église, doivent se déployer à une grande variété de niveaux, et souvent à plusieurs d'entre eux pour un même enjeu. Il y a l'échelon local, j'en ai parlé, celui du problème et de sa solution la plus pertinente, le niveau national, l'échelon continental, et pour nous européens, et enfin le niveau mondial ou universel. Mais il importe avant toute chose de clarifier au sein de l'Église catholique et en lien avec les autres chrétiens, quel est le sens pour nous de la parabole du bon samaritain? S'agit-il d'une morale se limitant à la sphère purement individuelle ou pas? Peut-on en tirer des enseignements dépassant les limites des États, où l'Église doit-elle s'ériger en gardienne des traditions nationales? Si ce n'était pas possible, il faudrait, ce qu'à Dieu ne plaise, alors reconstituer des empires pour lever ces oppositions. Et cela nous permettrait donc de revenir au monde anté-westphalien. Voilà. Une question préalable doit aussi être tranchée. Alors, vous voyez qu'il y a une ironie un peu lourde dans mon propos, mais bon. Est-on bien au clair sur le sens et la portée de cette parabole? J'ai cru comprendre que certains ne voudraient voir dans le bon samaritain que la figure du Christ venant guérir et sauver les hommes. C'est certainement de cela qu'il s'agit. Mais si ce n'était que cela, il faudrait aller au bout des contradictions.
car ce serait alors une étrange dénaturation de la parole, de la parabole, de son sens littéral, telle que cette parabole a été dite et entendue par les disciples. Le moment arrive où il faut savoir si, sur les migrants et les autres politiques publiques, l'Église est universelle ou nationale. Et quel est le sens de son message? Doit-elle s'aligner sur les positions du pape ou sur celles de Carl Schmitt, un universitaire catholique qui n'a rien trouvé à redire au nazisme, auquel il a adhéré et qu'il a soutenu? Il est d'ailleurs mort en 1962 et donc il a eu le temps de méditer sur sa lucidité. Et puis, le déploiement de la fraternité, si Isabelle, non, elle ne me permet pas. Il y a des questions dans la salle, à mon avis, nombreuses, mais je vous laisse conclure. Oui, je pense quand même qu'il faut le dire, parce que c'est toujours pareil, je suis un peu diesel et je mets du temps à m'échauffer. Ah, allez-y, finissez. Voilà. Et le déploiement de la fraternité doit aussi nous aider à répondre à des questions majeures sur le sens de la vie. Le pape François nous livre une clé de réponse à cette question du sens, dans son encyclique. Il dit « Notre existence à tous est profondément liée à celle des autres. La vie n'est pas un temps qui s'écoule, mais un temps de rencontre. » Fermez les guillemets. On ne peut pas fonder seulement, et je boucle avec ce que j'ai dit, une société sur la liberté et l'égalité, si indispensable soit-elle, ou sur les seuls bienfaits de la libre concurrence. En pareil cas, nous risquerions de ne former qu'une foule solitaire, une collection d'autarcie, ou, au mieux, une société de compétition impitoyable. Que l'on se tourne vers la République ou vers la Bible, nous avons besoin de construire ou de composer un bien commun qui transcende les intérêts personnels. Nous avons besoin de rencontrer l'autre en vérité pour devenir nous-mêmes, en lui tendant la main et en l'aidant à vivre. Nous devons relever le défi de la fraternité que nos services publics, aussi nécessaires que la liberté et l'égalité, sont impuissants à assumer seuls. Il ne peut y avoir dans nos sociétés de construction de l'identité de la personne, ni de vie collective digne de ce nom, sans faire place à la fraternité et à la reconnaissance en acte de l'autre. Quitte à pécher par excès de présomption, je ferai à mon tour mien ce qu'ont écrit chacun à leur manière Dostoïevski et Lévinas. Nous sommes tous responsables de tout et de tous, devant tous, et moi plus que tous les autres. C'est la citation qui est en exergue du rapport de la SIAZ. C'est cette exigence de responsabilité et de fraternité que de nombreux acteurs de la fraternité, comme par exemple Apprentis d'Auteuil, s'efforcent ici et maintenant d'assumer à la hauteur de leurs forces. C'est cela qui, au plus profond, donne sens à l'action et à la vie de toutes les personnes qui sont engagées dans cette affaire au service des familles et des jeunes. Et quand je pense à toutes ces personnes, je dis vraiment, c'est toutes les personnes concernées, c'est un nous qui est inclusif, puisqu'il comprend les jeunes, les familles, les collaborateurs, les bénévoles. Voilà. Et la seconde réflexion que je tire de mon expérience de président de la Fondation, c'est que nous avons l'impérieux devoir civique, moral, et pour les chrétiens évangéliques, d'aller vers les marges et les périphéries de nos sociétés. C'est en faisant ce pas de côté que l'on pourra recoudre le tissu social et remédier à sa fragilité. Il s'agit de notre intérêt bien compris, car aux marges de notre monde gisent des ressources magnifiques et insoupçonnées qu'il faut contribuer à révéler. Voilà. Et le souci des périphéries, c'est une exigence aussi éthique et philosophique. L'égale dignité de chacun fait que l'on ne peut pas, que l'on ne doit pas se détourner de ceux qui souffrent aujourd'hui de formes variées d'exclusion, mais qui portent en eux la capacité de se relever et de nous éblouir. Voilà.
la promotion de la fraternité revêt une dimension proprement spirituelle qui transforme nos vies. Et à cet égard, je vous dirais, si vous reliez la parabole du bon samaritain, Luc, je ne sais pas combien, à Matthieu 25, ça je sais où c'est, eh bien, il n'y a pas le moindre doute, quant à ce que nous devons faire. La voie est tracée et nous sommes mandatés par le bon samaritain, Matthieu 25, et pour terminer, cet enseignement qu'on retrouve une dizaine ou une quinzaine de fois dans l'Ancien Testament et qu'on retrouve dans le docteur de la loi de Luc, que dois-je faire? Mais tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Et c'est à cause de ce commandement et par ce commandement que nous devons nous engager dans la fraternité. Merci, merci vraiment. Merci. Merci, parce que je pense que ça va être notre travail de l'année, c'est réfléchir sur ce texte et en tirer toutes les conséquences. Mais place aux questions. Pierre-Yves. Voilà, donc M. Sauvé a terminé tout de suite en parlant des très nombreuses allusions à la fraternité dans l'Ancien Testament. Ce sera précisément demain l'objet d'une des communications qui auront lieu, la fraternité dans la Bible. Donc on va vraiment creuser ce sujet que vous avez exploré également, M. Sauvé. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc maintenant, tout de suite, le jeu des questions et des réponses. Il est encore temps, si vous le souhaitez, de poser des questions donc, et de les déposer auprès des personnes avec des écharpes qui circulent parmi vous, ou bien par chat pour ceux d'entre vous qui êtes plus loin. Je laisse tout de suite la parole pour la première question. Anne-Sophie. Merci. Alors, nous avons un premier jeu de questions autour du modèle social, de notre modèle français, puisque l'expérience de la fraternité, nous est-il dit ici, et de la démocratie, s'est vécue pendant longtemps dans la vie associative, les mouvements de jeunesse, les syndicats. Est-ce que, or aujourd'hui, ces corps intermédiaires sont mis à mal et affaiblis? Comment pensez-vous possible de retrouver aujourd'hui des lieux collectifs d'expérience de la fraternité et de la démocratie? Quelqu'un d'autre propose comme exemple peut-être l'exemple du service civique. Également, toujours sur le modèle social, vous avez rappelé que la subsistance par le travail a été très tôt considérée comme un droit fondamental. Que peut-on en dire aujourd'hui de ce droit fondamental? Et encore quelque chose qui est lié à ce dernier point. Que pensez-vous du salaire universel? Est-ce que ce n'est pas un moyen de favoriser cette fraternité? Anne-Sophie de Quercy, je ne l'ai pas présentée, donc est administratrice des semaines sociales. Et puis donc elle est à la table des questions en alternance avec Laurent qui va intervenir juste après, Laurent de Motor qui est le secrétaire général de notre association. Donc Monsieur Sauvé, c'est à vous quand vous voulez. Première question sur les corps intermédiaires, le modèle social. Il en va des corps intermédiaires comme... je dirais, du tissu économique. Il y a un phénomène perpétuel de destruction et de renaissance. Alors évidemment, on peut être plus immédiatement sensible à ce qui fléchit, à ce qui dépérit, à ce qui se nécrose. Mais il faut aussi voir ce qui naît, ce qui éclot, ce qui se développe. Et je pense que la balance n'est peut-être pas si négative que cela. La balance n'est pas si négative que cela, notamment dans le domaine des fondations. Alors il faut savoir séparer le bon grain de l'ivraie. On a tellement encouragé fiscalement ces initiatives qu'elles peuvent charrier le meilleur et le moins bon. Malgré tout, tout en étant bien sensible à ce que vous dites, je ne suis pas pessimiste. Je pense que il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de chances qui peuvent éclore.
le service civique en est une. Le service civique en est une. J'aurais aimé, en ce qui me concerne, et c'est pour ça que j'avais proposé au président de la République de faire un rapport en 2015, je voulais qu'après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère et cette formidable mobilisation nationale qui était née, justement, essayer de catalyser cette aspiration de la société française dans le projet de création d'une réserve citoyenne et qui aurait permis, mais à titre supplétif, parce que la priorité était de donner le pas au mouvement associatif, mais qui aurait permis de catalyser des initiatives civiques, une volonté d'engagement des citoyens. Et c'est là qu'on voit que une unité nationale qui se fonde sur l'émotion, c'est très très bien, très puissant le 10, le 11 janvier 2015, et puis 6 mois après quand le rapport est sorti, et 12 mois après quand la loi est votée, ben, le soufflet est complètement retombé. Salaire universel? Oula. Moi, j'excède mon niveau de compétence, là. Donc, vous savez, je n'ai brigué à aucun moment le suffrage de mes compatriotes. C'est que j'ai sans doute pensé qu'il y avait un niveau qui m'excédait. J'ai surtout tenu et voulu ne pas être un intermittent de la vie publique. C'est-à-dire que j'ai, dans ma vie professionnelle, vu à quel point la politique était digne, valorisante, mais en même temps gâchait les talents. Et pour servir au plus haut niveau son pays pendant 2, 4, 5, 7 ans, combien d'années sont passées dans une forme de sous-emploi et de stérilisation? C'est ce que je n'ai pas voulu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Laurent, oui. Oui. Même si ce n'est pas le centre de votre intervention, je ne peux pas ne pas vous poser la question, puisqu'il y a eu beaucoup de questions qui sont venues là-dessus, sur la fraternité dans l'Église. Et la dernière année a été assez désespérante, et il ne s'agit pas ici de revenir sur ça, mais plutôt de voir quels sont les signes d'espérance que vous voyez. Lié bien sûr à la crise de l'Église que vous avez traité à fond dans votre rapport. J'aurais dû potasser le sujet avant de venir. Vous l'avez un tout petit peu potassé quand même. Non, mais oui, mais après il faut penser aux questions du grand oral, et c'est très éprouvant. Je vais vous faire un aveu. J'ai plus appris effectivement sur le fonctionnement de l'Église catholique au cours de ces 2 ans et demi, 3 ans, que pendant les 65 ans ou 70 ans que j'avais passé en Église auparavant. C'est, je dirais, toutes les communautés humaines ont été percutées par des changements très profonds des modes de fonctionnement, l'exigence de transparence, l'exigence de communication. Je ne vais pas aller aux fonctionnaires, par exemple. On n'a pas été formé à cela et on a dû s'y mettre. En plus, dans un contexte pas facile du tout, parce que la fonction publique, elle s'exerce dans le cadre du pouvoir hiérarchique, on est subordonné, et pourtant on s'y est mis. Je ne pense pas que s'engager dans cette voie-là, ce soit pactisé avec Baal ou avec Mammon. Enfin, je pense que il y a le monde, il y a l'Église, il y a toute l'inspiration, je dirais, l'évangile de Jean, les textes johanniques. Le monde n'a pas bonne presse dans l'univers de Jean. Mais tout de même, le monde nous apporte un certain nombre de méthodes
d'exigences dont il faut tenir compte. Je prendrai, vous voyez, quelques exemples. L'évaluation des risques. C'est sûr que je mesure l'énormité de la proposition que la commission que j'ai présidée fait en disant, mais oui, toute activité est génératrice de risques. Les apprentis d'Auteuil, par exemple. Ben oui, on a une cartographie des risques, on a identifié 32 risques, et le risque principal, eh bien, c'est qu'il soit fait mal, que les enfants qui nous ont été confiés parce qu'ils sont en danger, eh bien, au lieu d'être protégés, en éprouvent des violences. Donc ça, c'est le mal absolu. Mais par rapport à ce type de risque, il faut regarder froidement les choses, les nommer et puis voilà, mettre en place des contre-mesures, des plans de réduction des risques. Les entreprises privées l'ont fait. Les administrations publiques s'y sont mises en traînant les pieds. Les juridictions ferment le banc, tout le monde s'y met. Voilà, dans ce contexte, je prends cet exemple parce que des personnes m'ont dit, mais enfin, ce sont des énormités. Enfin, seuls des mécréants peuvent proposer des choses pareilles. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, voilà, il faut. Je ne demande pas, et la Commission ne l'a pas demandé du tout, que l'Église, je dirais, s'incline devant les diktats du monde, mais il y a des bonnes pratiques. Il y a des bonnes pratiques qui se sont imposées depuis un certain nombre d'années, parfois des dizaines d'années. Il faut y venir, et les derniers événements sont de ce point de vue désolants, parce qu'ils n'ont pas été gérés comme ils auraient dû l'être. Voilà. Anne-Sophie, oui. J'ai oublié mon micro. Ces jours-ci, dans le cadre d'Ecopos, nous avons été confrontés à des grands sujets, la crise climatique, les migrations, l'extinction de la biodiversité. Et on a bien compris que ces questions sont urgentes et qu'il faut y répondre maintenant, tous ensemble. Donc, en promouvant cette fraternité dont on parle ce soir. Et cette fraternité, on sait bien qu'elle se construit dans le temps et qu'elle demande du temps long, qu'elle ne se décrète pas, qu'elle demande même une conversion. Alors, comment concilier ces deux temporalités, l'urgence de l'action aujourd'hui face à ces défis qui sont devant nous et auxquels nous devons répondre maintenant, et le temps plus long de construction de cette fraternité qu'on vient de développer? Merci. Comment motiver les hommes et les femmes d'aujourd'hui pour construire cette fraternité? Je pense que les chantiers et les défis sont tellement urgents que je crois qu'on peut sans aucune difficulté, sans aucune contradiction, à la fois prendre les mesures d'urgence, parer au plus pressé. On voit bien l'agenda du gouvernement aujourd'hui. C'est vraiment voilà, produire un parc automobile entièrement électrique en 2035. Bon, enfin, ça exige, je dirais, des efforts de conversion qui sont immédiats. Et en même temps, il faut penser à 2050, 2080 et 2100. Vraiment, je trouve que il y a une telle urgence, une telle charge de travail qu'on peut mener, à mon sens, de front les chantiers de long terme et les chantiers de très court terme. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas qu'au titre des chantiers de très court terme, on prenne des décisions qui portent atteinte à l'horizon le plus long. Mais je ne le pense pas. Et si on le risquait, le débat public conduirait à clarifier les choses. Une dernière question. Une dernière question. À la fin de votre exposé, vous avez eu une très belle phrase sur le fait que c'est par les marges que nos sociétés vont pouvoir avoir les voies du salut et du sursaut individuel et collectif.
On voit bien ce que ça veut dire au niveau individuel en termes de conversion, d'engagement, mais ça concerne aussi l'action publique. Alors comment peut-on juger l'action publique à l'aune de son impact sur les plus pauvres et les marges? Je pense que le devoir, bien sûr, du corps électoral, mais ça c'est le jeu démocratique, mais aussi le devoir des forces sociales, et au sein des forces sociales, et le devoir des chrétiens, c'est de peser, de peser sur à la fois l'évaluation des mesures qui sont prises à l'égard des plus vulnérables, et aussi sur la promotion de leurs besoins. Voilà, j'ai carrément à la fin sorti le drapeau de ma poche, je dirais très ostensiblement, sur le thème « Votez François, mais chacun l'aura compris, quoi. Donc, voilà, il y a la responsabilité du corps social. Ce qu'il faut tout de même voir, et c'est ça qui est le plus préoccupant, on l'a vu avec le résultat des élections en Italie, en Suède, pays qui, au passage, a développé une politique d'accueil des populations étrangères, et notamment en recherche d'asile, qui était exemplaire, qui était absolument exemplaire. Alors, vous me direz que la contrepartie de l'accueil suédois, c'est que quand une demande d'asile est rejetée, ou quand une demande d'admission au séjour a été rejetée, l'étranger part. Et pas taux d'exécution des obligations de quitter le territoire français, moins de 5%. Non, c'est pas 95%, c'est tout près de 100%. Et là, j'étais avec un ministre de l'Intérieur à Stockholm, et nous sommes ébahis, et la réponse c'est non, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire en Suède quand on n'est pas étranger admis au séjour. On n'a pas de compte bancaire, on ne peut pas se loger, on ne peut plus rien faire, on ne peut pas travailler. Et c'est là que j'ai pu mesurer et d'une certaine manière admirer ce qu'était, je dirais, à la fois la garantie de la loi et l'effectivité de la loi. La loi protège les demandeurs d'asile. J'ai vu des enfants de demandeurs d'asile dans des jardins d'enfants magnifiques apprendre le suédois et en même temps continuer à cultiver leur langue d'origine. Bien. Mais en même temps, quand on dit aux intéressés non, vous n'êtes pas admis au séjour, les gens partent. Et on voit bien comment on peut à un moment donné conjuguer la rigueur de la loi et la garantie de la loi, ce qui est un rêve pour un juriste français. C'est-à-dire la suprématie de la loi et une loi qui s'applique. La loi qui s'applique en ce qu'elle protège, en ce qu'elle garantit, et aussi en ce qu'elle punit et ce qu'elle éloigne, mais après que toutes les garanties aient été apportées pour statuer sur la demande. Enfin, je fais tout ce détour pour répondre à votre question, parce que tout ça, c'était une tentative pour noyer le poisson, mais c'est que aujourd'hui, on voit bien cette tension qui existe et qui risque d'être de plus en plus préoccupante dans les années qui viennent, non seulement dans l'Europe du Sud, mais on le voit dans l'Europe du Nord et aussi bien sûr l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest. C'est la tension entre des aspirations du corps électoral qui sont des aspirations très
carrée, très brute par opposition au net, et de l'autre côté, le mouvement associatif. C'est-à-dire qu'il y a eu très longtemps une forme d'adéquation entre ce que pensaient et ce que faisaient les uns et les autres. Nous passons de l'adéquation à une contradiction, et une contradiction qui peut être de plus en plus forte, avec notamment une séduction exercée par les politiques de rejet qui emportent, je dirais, des suffrages et des suffrages croissants. Et là, effectivement, nous serons les uns et les autres, et notamment ceux qui militent pour l'accueil, pour le traitement humain, pour le traitement digne, décent des étrangers, nous risquons d'être confrontés à une situation qui est difficile. Mais vous savez, sur 30 ans, la situation pour les 30 dernières années, la situation s'est considérablement tendue déjà et complexifiée, considérablement. Et nous allons, de ce point de vue, vers des contradictions accrues. Il faut qu'on réfléchisse à la manière de les gérer. Merci. Donc, d'où le besoin de fraternité. Merci beaucoup pour ce moment très intéressant.